Mon invité aujourd'hui, Gustave Ehrlich, plus connu sous le nom de Gus, dessinateur, et je suis bien obligé de reconnaître tout de suite que quand même Gus, c'est un drôle de nom. Comment vous avez pu choisir un tel raccourci? Oh, c'est un raccourci qui m'était imposé par mes petits frères d'abord. Ils trouvaient ça plus commode que Gustave, qui était devenu Tatave entre-temps aussi. Mais Gus surtout m'a servi à mes débuts dans la carrière de dessinateur parce que je faisais du dessin publicitaire. Le dessin publicitaire, ma grande ambition consistait à avoir un dessin publié sur une petite colonne quand tout allait très bien. Alors dans ce cas, à partir du moment où j'étais admis à faire une signature, il fallait que je trouve quelque chose qui puisse tenir encore plus petit qu'une petite colonne dans un petit coin. Alors 3 lettres comme ça me paraissait. Je veux dire que vous n'avez pas pu éviter la fameuse formule drôle de Gus. On a dû souvent vraiment vous le répéter. Je crois que tout y est passé Tout y est passé. peu près. Un drôle de nez, etc. Oui, ça c'est une de celles qu'un excellent confrère journaliste me resserre chaque fois qu'il me rencontre. Vous ne trouvez pas qu'il a un drôle de nez? Alors, il y a un moment de silence et puis on comprend quand même Golden nez Gus et on rit quand on est bien élevé. Gus, d'abord ce nom est important parce qu'il comporte 3 lettres, ça se retient. Et dans un dessin, ça ne tient pas beaucoup de place. Voilà. Alors vous avez travaillé dans beaucoup de journaux. Aujourd'hui, on voit vos dessins au journal télévisé d'Antenne 2. Vous êtes toujours en action et je voudrais dire tout de suite que vous êtes né en Pologne et peut-être avez-vous souhaité aussi peut-être oublier votre nom Ehrlich parce qu'il était plus confortable de s'appeler autrement. Non, ce n'est pas tellement ça. Je ne crois pas qu'il y ait un rapport. C'était devenu c'était difficile d'assimiler les deux à la fois. Il fallait que je choisisse à un moment donné parce que je commençais à être plus connu sous ce ridicule petite abréviation et à partir du moment où on m'appelait Ehrlich, ça devenait un nom pour le percepteur ou pour un contrôle officiel d'identité. Vous êtes resté combien de temps en Pologne? Jusqu'à quel âge? Oh, j'ai décidé d'en partir à l'âge de 6 mois. Ah bon, vous ne savez rien de la Pologne alors? Strictement rien. Vous n'êtes même pas revenu? Jamais. Et je n'ai même pas eu d'amis polonais dans la vie. Et quand même, on est content de savoir que le pape est polonais, de voir comment les choses se passent aujourd'hui là-bas. Ça me donne la même satisfaction qu'à tout le monde. Mais c'est vrai, pas plus. Hein? Absolument rien. À aucun moment de votre vie, vous vous êtes senti un tout petit peu polonais? Non, je veux dire que je ne sens même pas le paysage polonais. Je ne sais pas comment c'est fait. Mais vous n'avez pas eu envie d'y aller? J'ai même pas, alors ça, la surprise générale, j'ai même pas eu envie d'aller voir. Enfin, il y a des pays qui m'attirent, mais là, pas particulièrement. Si j'avais l'occasion d'y aller, bien sûr, je ne me déroberais pas. Au contraire, j'aime bien voyager de toute façon, mais pas d'attirance particulière. Donc, on n'est pas forcément l'homme de la terre sur laquelle on est né. Ou alors, il faut peut-être avoir fait quelque chose sur cette terre-là, y avoir planté quelque chose, avoir gratté cette terre, mais comme je n'ai pas eu de contact, sauf quand je tombais, peut-être quand j'étais bébé, mais ça ne fait pas un contact suffisant pour laisser des souvenirs bien durables. Et Gus, vous pratiquez l'humour, mais vous ne pouvez pas vous empêcher, et vous le faites, de regarder les événements de très près, et je pense toujours à la Pologne. On parle bien évidemment de l'Irak, de l'Iran, et moi je reste persuadé que si quelque chose doit commencer, c'est en Pologne que tout commencera. Voulez-vous que nous fassions un large tour d'horizon politique? Ça, non, je me défends bien de donner mon avis. Dans le dessin, vous ne vous défendez pas. Ah non, justement, je me défends bien d'en parler, oui. Parce que j'entends des gens fort brillants tous les matins à la conférence de rédaction d'Antenne 2 qui parlent de ça d'une façon sobre, mais bien documentée. Et de mon côté, je m'efforce d'essayer d'en tirer une synthèse, si vous voulez, s'il y a lieu, mais je ne saurais pas manier le verbe avec cette virtuosité-là. Je peux en témoigner, je vous ai vu, vous êtes toujours silencieux. En revanche, vous crayonnez sur une feuille de papier. C'est-à-dire, vous écoutez tout ce qui se dit, et il faut qu'à la fin de la conférence, vous ayez pu dessiner vraiment le moment le plus important pour vous. Quand ça se passe à la fin de la conférence, c'est que vous avez gagné. C'est que ça s'est bien passé. Mais il est vrai que ce spectacle même de la conférence du matin, moi, m'enchante. C'est une espèce de drogue. Pour moi, j'aime beaucoup ça. C'est un journal parlé, fait par des professionnels pour des professionnels.
Et pour le public un peu, non, quand même? Non, cette conférence de rédaction, Non, mais non. moi je pense à la télévision d'une manière Oui, générale. ça finit par aboutir Oui. à quelque chose, évidemment, qui est épuré et qui est mis en forme. Mais entre soi, d'abord la liberté d'expression du journaliste, alors donne beaucoup de sel à tous ces commentaires sur l'actualité qu'on ne se permettrait pas, évidemment, dans une position officielle. Vous y pensez souvent, votre dessin, ou bien cela vient tout d'un coup? Moi, je suis toujours frappé par les humoristes, parce que c'est vrai, ils reviennent à la une, je crois. D'abord, il y a eu le formidable essor de la bande dessinée. Il y a tous ces dessins qui passent souvent à la une des journaux. Vous redevenez aussi puissant qu'autrefois. Et il y a eu un moment comme une traversée de désert pour vous tous. Je ne sais pas. D'abord, le phénomène bande dessinée n'est pas le même que celui de ce dessin à la une. Oui. C'est tout à fait autre chose. C'est devenu une façon de se dérober à la littérature et qui même soulève des polémiques maintenant. On se demande jusqu'à quel point il est tellement bon de remplacer le texte par la suppression du texte, par son remplacement par l'image. Mais enfin, ça, c'est autre chose. De toute façon, maintenant, on en est venu au point où les bandes dessinées sont devenues l'objet d'exégèses savantes et qui prennent même, à mon avis, des proportions un peu... Vous êtes contre la bande dessinée, si je comprends bien. Absolument pas. Il y a des vous n'avez jamais fait de bande dessinée? Non, parce que je suis un peu feignant, je peux bien vous le dire. Nous sommes là entre nous. Et la bande dessinée exige un travail considérable, ce nombre de dessins qu'il faut refaire, un gros plan moyen, plan général, retrouver le personnage, les mêmes personnages qui se déplacent de quelques centimètres. Mais ça raconte une histoire. Oui, ça peut être passionnant, bien sûr. Alors vous me dites, Gus, que vous êtes fainéant, et je ne le crois pas tellement, parce que vous avez beaucoup écrit. Je ne sais plus combien de livres vous avez donné à lire. J'en suis 7 ou 8. 7 ou 8 livres, bon, il faut les écrire. C'est un travail, c'est autant de travail qu'une bande dessinée. Mais je crois que vous étiez venu avant la bande dessinée, que vous n'avez pas voulu vous adapter à elle. C'est un refus chez vous. Oui, j'ai pas eu l'occasion. Au fond, si j'étais tombé dans la bande dessinée, vraiment. J'ai failli d'ailleurs avec Goscinny, mais ça ne s'est pas fait. Simplement parce qu'on commençait à en parler, puis j'avais autre chose à faire. Mais j'aurais peut-être fini par en faire comme tout le monde. Goscinny avant Uderzo? C'est-à-dire qu'on aurait pu penser que vous veniez au moment d'Astérix? Presque, c'est-à-dire au moment où Goscinny lançait Pilote. Oui. Ce journal où sont nés les plus grands de la bande dessinée. Et je me suis aperçu par la suite, d'ailleurs, que là-dedans, il y avait une éclosion de talents tout à fait étonnant. Il y a des dessinateurs absolument prodigieux qui sont sortis de là. Mais comment devient-on dessinateur? Je sais que vous êtes passé par l'école des arts décoratifs de Strasbourg, mais est-il bien nécessaire de passer par une école? Le talent, parfois, n'a pas besoin d'école. Non, je connais un exemple célèbre qui est celui de Bellus, par exemple, qui n'a jamais appris à dessiner et qui était un dessinateur extraordinaire, qui a un sens d'observation tel que ça remplaçait chez lui toutes les règles, toutes les lois qu'on lui aurait serinées. Il y en a d'autres, Jacques Faisan aussi, n'est pas passé, enfin lui en guise d'école d'art, il passait par l'école hôtelière, ce qui est un cheminement assez curieux, et ce qui ne l'empêche pas d'être un des grands dessinateurs de cette époque. Mais à l'école, par exemple, à l'école primaire, vous étiez fort en dessin au moment où on commence vraiment à balbutier? Fort, je ne sais pas, mais passionné toujours. J'étais un maniaque du dessin, je couvrais de dessin tout ce qui se présentait, jusqu'au livre de comptabilité de mon pauvre père, à qui ça fait bien des ennuis par la suite. Vous aviez le sens des espaces, le sens de la figure? Non, j'avais envie de dessiner des bonhommes. Oui. Voilà. Alors le gag? Des bonhommes. Ah, non, c'était pas des gags, c'était des bonhommes. J'avais envie de représenter des gens. Alors, j'hésitais pas à représenter des scènes de bataille d'Indiens, de cow-boys, enfin tout ça. Je dessine n'importe comment, mais enfin... Je crois que je devais sans doute avoir un certain talent, puisque les gens ont fini par se cotiser pour m'offrir une bourse aux arts décoratifs de Strasbourg, justement. Mais j'ai malheureusement rien retenu de cette époque-là, tout ça a été dispersé.
Et je regrette bien, ça devait être curieux. Mais les arts décoratifs de Strasbourg ne conduisent pas ou ne conduisaient pas au dessin humoristique. Ça conduisait à des choses tout à fait sérieuses. C'est-à-dire la publicité. Théoriquement, j'étais fait pour la publicité. Je sortais de là avec mon beau diplôme sous le bras et je suis entré immédiatement dans une petite boîte de publicité où j'ai été admis d'office, étant donné le talent qu'on m'a reconnu tout de suite, à laver les pots et à préparer des planches de dessin pour les anciens, et à balayer un peu l'atelier aussi. Mais peut-être que ensuite vous avez confié ces dures tâches à ceux qui vous ont succédé, parce que vous considériez comme un ancien. Non, c'est plutôt la jeunesse qui est J'ai jamais eu des jeunes, ni des émules. Non, je regrette bien. Mais vous avez appris quelque chose dans cette école? Parce qu'on ne sait pas beaucoup de choses sur la publicité. Comment se traduit un dessin? Comment on va dans cette discipline très particulière? Eh bien, à l'école, à Strasbourg, c'est une école très sévère. On apprenait vraiment les règles. On apprenait, si vous voulez, la grammaire et l'orthographe du dessin. On apprenait la perspective, l'anatomie. Ça, je suis imbattable sur l'anatomie. Je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur d'un corps. Mais les personnages à poil, ça ne me pose pas le moindre problème dans n'importe quelle position. C'est-à-dire vous êtes capable de dessiner n'importe quel personnage, n'importe quelle bête sauvage la ou bête, domestique. c'est autre chose, parce que l'anatomie animale, on retrouve les grandes données du squelette et de la musculature, mais disposées d'une façon tellement différente que ça pose des problèmes tout à fait nouveaux. Mais pour un homme, une femme, je sais comment c'est fait. Un dessinateur doit savoir dessiner un corps. Devrait. À mon avis, enfin, moi j'ai appris... Il peut le réinventer. L'autre jour, par exemple, je recevais Rézère, que vous connaissez, qui a donné une allure particulière à ses personnages. D'ailleurs, lui, il leur donne un très grand nez, à tous, hommes et femmes. Et je lui demandais dans le même temps s'il pourrait aller à la peinture. Et il me disait non. C'est véritablement un autre métier. Vous pensez comme lui? Parce que sachant dessiner, comme vous le savez... Vous pourriez peut-être également un jour préparer une exposition et aller un tout petit peu plus loin. Pour moi, c'est vrai, mais c'est presque un handicap. C'est-à-dire que je n'ai pas eu je n'ai pas eu l'occasion de foncer vraiment à l'extrême de la caricature, par exemple. Et je suis toujours retenu par la tentation de faire juste et de copier la nature. On m'avait tellement enseigné à l'école que la nature était notre grand maître, ne vous éloignez pas de la nature, que finalement, maintenant ça constitue presque un handicap pour moi. C'est-à-dire que j'ai du mal, il faudrait que je me force pour exagérer vraiment, pour déformer beaucoup les choses. C'est-à-dire que les gens que je dessine, finalement, ont des proportions presque normales. Et puis vous êtes au-delà peut-être du dessin humoristique, c'est-à-dire que vous êtes journaliste et vous croquez quand même l'événement. Oui, c'est un autre aspect de la chose et c'est très passionnant d'ailleurs d'avoir à donner son avis, enfin qui n'est pas que personne heureusement ne prend vraiment au sérieux sur l'événement tel qu'il se déroule au jour le jour. C'est à la fois impressionnant et ça donne beaucoup de joie quand même. Parce qu'on peut se permettre de dire des choses qu'un journaliste professionnel, un journaliste sérieux, peut difficilement quand même se permettre de dire. On le sait, c'est-à-dire que lorsqu'il m'arrive de faire quelque chose d'un peu impertinent... Il faut être impertinent dans ce que vous faites. Oui, bien sûr. Alors le journaliste sérieux dit « Ah, c'est bien ça oui. ». Alors dans ce cas, je suis bien content parce que finalement, j'apporte quelque chose qui reste sérieux foncièrement, mais qui permet quand même un petit sourire parce que prendre au sérieux systématiquement tout ce qui se présente devient un peu fatigant. Mais pour quel dessinateur avez-vous de l'estime? Pour quel confrère? Ah, il y en a un dont je me sens frère tout court d'esprit, c'est Jacques Faisan. Parce qu'il fait quelque chose
dont je suis un adepte aussi, c'est-à-dire qu'il arrive à parler politique sans haine. Oui. Il n'est pas haineux. Il n'essaie pas de faire de son crayon une arme de combat. Il ne pourfend pas ses adversaires, il les égratigne, enfin il plaisante avec eux d'une façon familière. On n'a pas le droit de mépriser lorsqu'on est dessinateur. On a le droit de se moquer. On a tous les droits. Oui. Mais on a aussi le droit d'avoir des tempéraments différents. C'est-à-dire qu'il y a d'une part l'humour, par exemple, tel que le pratique justement Jacques Faisan, qui essaye d'être drôle, sauf dans les moments où il s'agit des choses quand même très graves, où même le meilleur garçon du monde est bien obligé de se fâcher un peu. Alors, donc, mais en général, il maintient un sourire acceptable même pour ses adversaires. Mais il y a aussi alors la satire, qui est une autre façon de voir l'événement, qui consiste à vouloir faire mal, à vouloir ridiculiser l'adversaire. Non pas le plaisanter, mais le ridiculiser. Alors, c'est un genre aussi. Alors c'est un genre qui a évidemment des adeptes, des champions même tout à fait remarquables, qui font très mal, enfin qui cognent. Qui par exemple? Quand on regarde les gens de Charlie Hebdo, par exemple, ça cogne dur. Ça cogne même à un tel point que moi, qui n'aime pas beaucoup les bagarres de rue, je m'écarte un peu prudemment. Je trouve qu'ils ont tort. Mais je serais très fâché si on leur interdisait d'exercer leur talent de cette façon-là. Enfin, vous pensez à Ciné, à Volinsky, oui, à Rézère, à Cabu, à GB? Oui, toute cette façon de faire mal, enfin, systématiquement, de se réunir pour dire sur qui va-t-on cogner et à qui va-t-on faire montrer son cul. Je trouve que ça n'est pas forcément la meilleure façon de faire rire. Mais vous êtes d'une autre époque, peut-être, Gus. Si Cavana vous demandait de travailler à Charlie Hebdo, vous lui diriez non? Je demanderais à réfléchir et il se pourrait bien que je dise non. Parce que, en effet, je me demande par moment si ce n'est pas un phénomène dont je ne me croyais pas capable de vieillir un jour. Parce que j'étais toujours avec des jeunes et on rigolait avec les vieux. Les vieux, le mot allait m'échapper, mais enfin je me retiens quand même, parce qu'il y avait les vieux et puis il y avait nous. Et tout à coup, je m'aperçois peu à peu que certaines manifestations de jeunes ne me plaisent pas. J'ai pas envie de suivre. Pourtant, c'est neuf, par exemple. Or, tout ce qui était neuf était pour moi la première qualité de quelque chose qu'il s'agissait de porter au nu. J'ai l'impression, Gus, que vous n'êtes pas bien dans le monde qu'on réinvente pour vous aujourd'hui, parce que, je le sais, pour vous bien connaître, vous avez été quand même le champion du canular, le champion de la grande rigolade. Je veux dire que rien ne vous résistait. Mais j'espère bien l'être resté. Mais justement, ce qui me peine, c'est que maintenant, la rigolade, ça consiste par une voiture à qui on met le feu, par des bombes par des pétards qu'on fait passer, qu'on fait éclater méchamment, et par des bonnes femmes d'un certain âge qu'on fait tomber. Je ne trouve pas ça essentiellement comique. Je crois que le rire peut très bien se passer de ce genre de choses. On ne doit pas forcément sortir d'une plaisanterie couverte de plaies. Enfin, l'époque est violente et absurde pour vous. Absurde, elle a toujours été. Il n'y a pas eu d'époque raisonnable. Mais absurde, ça peut être très drôle. Mais violente, oui. Alors, cette violence, là, je veux dire que je suis définitivement pas d'accord. Alors, Gus, tout à l'heure, vous me disiez que vous ne faisiez pas de bande dessinée. Pourtant, si l'on regarde l'écran sur Antenne 2 le dimanche, on s'aperçoit que vous mettez à la suite des événements qui forment une bande dessinée. Oui, c'est ça. Et vous racontez l'actualité à votre manière. Oui, le mérite en revient à notre aimable direction qui m'a demandé un jour de remplir un certain creux le dimanche en essayant de monter une suite des dessins de la semaine et en y mettant un texte.
Alors moi, ça m'avait surpris. Je me suis aperçu que peu à peu, ça prenait une tournure. Mais c'est une bande dessinée, ça. Si on veut. Mais chaque dessin est différent des précédents. C'est-à-dire que j'ai pas recommencé des personnages sous un autre angle. On arrive à se rappeler les dessins que l'on a pu faire. Je pense par exemple à Jacques Faisan. Regardez cette image à la une du Figaro, c'était le général de Gaulle au moment des Jeux Olympiques, en survêtement, et qui disait « il faut que je fasse tout ». Il faut maintenant que je fasse tout moi-même. Oui, c'est formidable. Oui, ça c'est la grande travail. Alors là, on est un peu jaloux quand même. Vous avez dû être un peu jaloux, non? Non, je ne crois pas être jaloux non, mais jaloux gentiment. Non, mais justement, je crois qu'il y a là des nuances. C'est-à-dire que j'ai horreur de la compétition et de la bagarre, comme je vous l'ai dit. Mais cela dit, ce que j'aime bien, c'est l'émulation. Alors, l'émulation, quand je vois un excellent dessin de Faisan, j'en suis enchanté. Je suis très content et je me dis, la vache, je vais essayer de faire quelque chose qui reste à la hauteur, mais pour pas traîner derrière. Mais cela dit, au contraire, j'éprouve même peut-être un plaisir plus grand encore que le profane, si vous voulez, parce que je sais à quel point on a du mal à trouver vraiment la grande chose qui vous satisfasse vraiment. Et puis, vous, Gus, vous approchez à un autre domaine, c'est celui de la caricature. Et à ce moment-là, le personnage doit être le plus ressemblant possible, alors que d'autres s'en fichent totalement. Oui, c'est-à-dire que la caricature, j'ai pas beaucoup l'occasion de l'exercer vraiment. Oui, mais vous la faites, enfin. Oui, j'ai une grande facilité à faire des ressemblances, si vous voulez. À faire des ressemblances, et non pas faire ressemblant. Oui, à faire ressemblant. Si vous voulez, ça revient un peu au même. Mais la caricature voudrait qu'à partir de ce moment-là, on se mette à travailler pour vraiment sortir la caractéristique simplifiée au point qu'il ne reste plus que ce qu'on appelle en 3 coups de crayon. Mais ces 3 coups de crayon, finalement, doivent avoir derrière eux des milliers d'autres coups de crayon avant d'être arrivés à épurer, parce que la ressemblance, la chose qui frappe, comme c'est bien lui, tient quelquefois à 1 millimètre, à rien, une courbe plus ou moins accentuée. Alors ça, je n'ai pas l'occasion Mais c'est dommage, parce que vous n'avez pas envie d'affiner un portrait. Moi, je pense par exemple à ce que fait Raymond Moretti lorsqu'il prend un personnage, lorsqu'il s'accorde à un visage. C'est formidable, jusqu'à quel point de profondeur il arrive. Oui, il faudrait qu'on me commande des choses, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais ça reste toujours confidentiel, je suis feignant. Oui, mais vous êtes feignant, vous vous laissez un peu aller, mais c'est également votre dimension, c'est-à-dire que vous avez été toute votre vie comme ça, en étant, je crois, indépendant, libre, et de temps en temps un peu inquiet. Oui, inquiet comme toujours, mais feignant, ce n'est pas exactement le mot. C'est que puis c'est pas un défaut, hein. Non, parce que les feignants font beaucoup de choses. Oui, mais à côté. C'est bien ce que je me reproche. Non, mais je ne suis pas ce qu'on appelle un grand travailleur. Il y a des bourreaux de travail. Ça, je suis incapable d'un effort prolongé, d'études poussées sur quelque chose. Le grand travail où on bûche, on s'enferme pendant des heures pour travailler sur un détail, j'en suis incapable, mais comme je suis feignant, je remplace ça par une espèce de concentration, de condensé. Avant de me mettre au travail, le citron a beaucoup bougé. Alors je sais d'avance, au moment de sortir une feuille de papier, je sais en gros où je vais en venir déjà. C'est-à-dire que je ne passe pas des heures à crayonner dans le vide pour me faire la main, mais donc je travaille donc monstrueusement vite. C'est l'éloge de la fainéantise. J'aime assez. Vous pourriez écrire un livre sur la fainéantise? Ce serait un peu fatigant, mais enfin... Voilà, j'y pensais justement. Vous êtes dessinateur, mais vous auriez pu faire d'autres métiers. Je crois me rappeler que vous étiez passé par le tour de chant. Et je me suis toujours demandé, avait-il une voix?
C'était le texte là qui va prendre l'importance, car Oui, entre nous, qui n'est pas plutôt- brillante votre voix. Bon, Ouais. enfin, non, j'ai Ça vous vexe pas là. j'ai une sorte de cristal un peu particulier, un peu fêlé. Non, la voix, je chante juste, j'ai l'oreille juste, j'ai une voix qui ne porte pas du tout, mais c'est le côté mimique qui m'a toujours plu parce que j'ai suivi aussi des cours de comédie à un moment D'art donné de ma dramatique. vie. D'art dramatique. Ça n'a pas duré longtemps, mais on avait découvert que j'étais un jeune comique, jeune premier comique d'avenir. Oui. Et maintenant, plus les années passent, et plus je me demande si vraiment il me reste encore le temps de recommencer sa carrière de cette façon-là. Vous auriez envie? Alors j'aime bien jouer de la comédie, me déguiser, mais enfin les occasions se font un peu rares. Mais j'aime beaucoup ça. Mais quel était votre répertoire comme chanteur? Ah, c'était des bouleversantes chansons 1900. Oui, il m'en est resté quelques-unes. Oh, j'avais poussé cette chansonnette dans un cabaret, une boîte qui a disparu, qui s'appelait le Club Saint-Yves, Oui. et où j'étais allé un soir en compagnie d'Yvan Audouard, et nous allions boire le dernier verre, et il y avait peu de monde, le pianiste était là, et tout à coup, quelque chose m'a fait dire, tiens, je vais en pousser une. Et Yvan m'a dit, vas-y, chante-nous quelque chose. Et j'ai chanté l'Hirondelle du Faubourg, ce qui a enchanté le patron de l'endroit qui est venu me dire, allez, je vous embauche, faites nos 15 jours ici, au tarif habituel. J'ai dit, mais non, il ne s'agit pas de ça du tout. Moi, je suis venu ici pour passer une bonne soirée, et puis je suis content que vous ne m'ayez pas chasser un coup de pied après cette chansonnette, mais n'allons pas plus loin, restons bons amis. Il est revenu avec une bouteille de champagne qu'il nous a offert, et du coup, Yvan Audouard a dit, tu peux plus te dégonfler. Et vous avez chanté l'Hirondelle du Faubourg pendant 15 jours. J'ai accepté de faire ça pendant 15 jours, l'Hirondelle du Faubourg. Je sais que vous êtes jolie, je ne sais plus quoi d'autre, enfin j'avais deux Non, mais autres moi, chansons. le texte m'importe peu. Voyons, montrez-moi un peu comment vous la chantiez. Laquelle? L'Hirondelle du Faubourg. L'Hirondelle du Faubourg devient surtout intéressante par le geste, parce que la voix elle-même, dans ce cas-là, on l'oublie, et je dirais même que c'est assez heureux. Mais vous avez même oublié la musique, j'ai l'impression. Ah non. Et c'était comment? On l'appelle l'Hirondelle du Faubourg, ce n'était qu'une pauvre fille d'amour, née un soir de la saison printanière d'une petite ouvre. Pam, pam, pam. Enfin, comme vous voyez, c'est juste, mais pas très joli. Vous savez que c'est quand même une chanson qui restera, qui est un document. Je pense bien. Alors je m'aperçois, Gus, que vous avez tous les titres, mais des titres un peu particuliers qui ne correspondent pas à ceux dont peuvent se vanter les autres. Vous êtes membre de plusieurs académies, vous êtes membre de l'Académie de l'humour, vous êtes membre de l'Académie gauloise, vous êtes membre de l'Académie Rabelais, et entre nous, ça fait pas tellement sérieux. Et c'est pour ça que c'est grave. Non, mais c'est pas moi qui prendrais ça au sérieux d'ailleurs. Vous êtes déjà pris au sérieux, non? Ah non, heureusement pas. Ah non, c'est le jour où je me prendrai au sérieux, alors là, il ne resterait plus qu'à se flinguer, comme on dit maintenant. Non, c'est pas possible. Pourtant, vous êtes entouré de gens qui se prennent au sérieux. Non, d'abord, je crois qu'à partir du moment où on se prend au sérieux, ou alors là, on va travailler dans un journal satirique, parce que là, on engueule les autres, parce que l'humour, pour moi, consiste à refléter un peu soi-même pour commencer. C'est-à-dire voir ses propres ridicules et les transposer de telle façon que le lecteur s'y reconnaisse lui-même aussi fraternellement. Mais alors, si on se prend au sérieux, on cesse de se regarder en souriant et on engueule les autres. Vous savez vous moquer de vous? Ah ben sans arrêt, bien sûr. Je me trouve très marrant. Je me fais beaucoup rire. C'est vrai, tout seul? Oui. C'est du pot, ça. Oui, c'est vrai. Enfin, je me tape pas sur les cuisses parce que sinon je deviendrais un comique pas supportable. Vous vous racontez des histoires? Oui, ça... j'ai une propension à me raconter des tas de choses, toujours. Des histoires drôles ou simplement des histoires à vous pour tous ceux?
On ne sait pas comment ça tourne. Par exemple, l'histoire de mon dernier livre, Le Corbillard des Anges, c'est venu comme ça. C'est venu comment? D'abord, qu'est-ce que c'est le Corbillard des Anges? C'est le titre. Non, ça, je sais bien. Oui, Corbillard des Anges. C'est un corbillard qui s'appelle des Anges parce que c'est une voiture qui est censée transporter quelque chose qui s'appelle The Angels Symphony Orchestra. Parce que ça se passe en Amérique, la chose, et l'ange qui sert d'enseigne à ce véhicule est malheureusement quelque chose qui n'a rien à voir, rien d'angélique. Parce que donc, en gros, c'est donc ces histoires que je me raconte. Ça s'était passé au début de l'année dernière, pendant un voyage en Amérique. Dans certains paysages, certains personnages rencontrés aussi m'ont suggéré, par des associations d'idées comme ça, la rêvasserie, une histoire de style série noire, sinistre, avec une compétition épouvantable entre deux caïds qui se disputent leur territoire. Et alors, à grands coups de massacre, il y avait un grand nombre de cadavres qui se baladaient là-dedans. Mais je me racontais ça comme si je voyais un film de série noire. Mais alors, par une pente naturelle dont je ne peux pas me passer, tout d'un coup, je me suis dit que tout ça donnait lieu à une certaine possibilité de gag. Et alors, ces morts sont devenus un peu drôles. Et finalement, le précipité s'est fait parce que j'ai introduit là-dedans un personnage qui est un grand naïf, innocent. Un grand dadais. Grand dadais, la gentillesse même, qui se trouve précipité au milieu de toutes ces tueries sans rien y comprendre. Et ça, c'est Gus, parce qu'on retrouve presque la même idée dans tous vos livres, c'est-à-dire que vous donnez plus d'importance au gag qu'au texte, le texte vient après, et puis vous donnez de l'importance au personnage tout à fait inattendu, qui s'est trouvé projeté dans la vie et qui s'est toujours demandé pourquoi suis-je là, et il est ballotté par tous les événements, et c'est un peu vous. Gus tout seul dans la tempête et qui s'en sort. Oui, parce que ça c'est mon côté optimiste, et puis je trouve qu'il ne faut pas emmerder le lecteur. Vaut mieux que les gens s'en sortent, d'autant plus qu'au cours du récit, oui, et puis ils finissent par devenir sympathiques, ces gens. Et alors c'est peut-être parce que c'est une façon, un substitut d'aventure. Toutes les aventures qui ne m'arrivent pas, je me les fais arriver de cette façon-là. Vous les racontez, puis vous les racontez aux autres. Et puis je les raconte aux autres par la même occasion. Oui. Vous auriez voulu être un grand aventurier ? Un homme qui se promène à travers le monde ? Un grand aventurier. Non, j'ai un grand appétit de spectacle et un grand appétit en général. J'aime les choses, j'aime les gens. J'aime la vie, j'aime les paysages, j'aime les animaux, j'aime le temps qu'il fait, j'aime la pluie, j'aime le soleil, j'aime la mer, enfin, voilà. Alors donc, cet appétit suppose évidemment l'envie d'avoir... Mais cela dit, je ne suis pas du tout à la poursuite d'événements énormes et de courses éperdues à travers choses. Non, mais j'aime me trouver dans un pays tout d'un coup que je ne connais pas, m'asseoir là, et je pourrais passer là un mois à regarder, parce qu'il y a toujours des choses à voir. Je ne cherche pas à accumuler des choses, mais à voir. Vous signez tous vos livres, vous signez tous vos dessins, Gus, mais est-ce qu'il y a encore quelque part quelqu'un qui vous appelle Gustave ? Quelques vieux amis. C'est-à-dire quelqu'un qui se souviendrait de l'enfance. J'ai malheureusement derrière moi une grande suite d'amis perdus. Ça c'est même assez tragique quand j'y pense. Et je me demande s'il reste des gens qui m'appellent Gustave. Il m'est arrivé de rencontrer un copain qui m'appelait Tatave, encore, mais Gustave, ça, je crains bien que ce soit définitivement englouti. Alors vous me disiez tout à l'heure, Gus, que vous étiez fainéant, mais il y a quand même d'abord ce que vous faites quotidiennement, puis tous les livres, il faut les écrire. Alors il y avait Partie, il y avait Toute folle de moi, ça c'est une manière de se moquer de soi un peu, Toute folle de moi. Elles étaient folles de vous, toutes les femmes là ?
C'est-à-dire que j'écris toujours à la première personne parce que j'aime bien ça. Oui. Et ce qui me permet de me glisser dans la peau de toutes sortes de personnages différents. Là, il s'agissait d'un puceau attardé Oui. qui n'arrivait pas à se débarrasser de ce fâcheux état, malgré tous les efforts qu'il faisait, des efforts parfaitement normaux. Il restait dans cette position jusqu'à la fin du livre, où quand même je l'ai délivré de ce fardeau qui devenait un peu encombrant. Alors, toute folle de moi, ensuite, il y a eu un très joli livre, Le plan des chèvres, et ça, c'est un peu différent, peut-être. Oui, c'est autre chose. Là, il y avait... ça m'avait été inspiré par ce pays, l'arrière-pays niçois, où j'ai eu pendant un moment une petite maison, modeste petite chose, on pourrait se le dire, mais dans un petit village que j'ai vu vivre de près. Alors, c'était au temps où on ne vivait pas encore, où c'était pas encore une capitale de résidence secondaire. On vivait encore avec les paysans du coin, les bistrots du coin, où je connaissais les petites histoires du pays. Et surtout, cette vie derrière cette broussaille, tout ce maquis qui se fait là, et la grande sagesse qui se dégage de tout ça. Alors là-dedans, j'avais encore un innocent, c'est vrai, qui était le narrateur, et qui était un peu le fada, mais qu'on prenait pour un fada, qui était finalement pétri de bon sens. Vous avez perdu cet espace champêtre. Provisoirement, j'espère bien, parce que j'éprouve le besoin maintenant d'un peu de verdure, et j'espère bien avoir d'ici pas tellement longtemps l'occasion de me cueillir mes tomates et de piquer quelques petits oignons nouveaux. Vous attendez cela, hein? Ah oui. Alors, il y a un autre livre, Gus, que j'avais beaucoup aimé. Je ne sais pas s'il est sorti de vos souvenirs. Je l'ai relu récemment. C'est à 3, je saute. Et je dois dire que là, il y avait comme une grande tendresse pour Boris Vian. Je ne sais pas si vous l'avez connu. Boris Vian? Oui, c'est un copain, oui, bien sûr. J'y ai retrouvé beaucoup de Boris Vian, et de vous d'ailleurs, heureusement, hein, et toute la bonne humeur et tout le goût du canular. Et là, on va loin, car à 3, je saute, c'est quand même une farce énorme, comme l'avait dit quelqu'un, sur la connerie angélique de ceux qui ont le pouvoir. Car il faut que je dise tout de suite, vous avez inventé un personnage, d'abord vous l'avez appelé Merlin, hein? C'était bien Merlin, non? Oui. Ouais, il était chimiste ou biologiste. Non, chimiste. Oui. Chimiste et cocu. Et alors, il transportait un explosif liquide, paraît-il plus important, plus puissant que la bombe H. Mais alors, comme vous êtes... propre. Oui, mais comme vous ne faites pas les choses comme les autres, vous aviez mis l'explosif dans une pipette, hein, forcément. Puis à la fin, comme il boit le liquide, il devient une bombe, vraiment une bombe vivante. Tout à fait, malgré lui, il faut préciser. Oui, d'accord. Oui. Et il est même plutôt embarrassé de cette position. Mais vous êtes peut-être en avance, hein, parce que ça se passera peut-être... C'est tellement dingue, tout ce qui se passe, que peut-être un savant un jour oubliera qu'il a quelque chose dans sa poche. Je ne sais pas, non? Ah ça, de ce côté-là, rien ne m'étonnerait. Alors il y a eu aussi le théâtre, il y a eu La Noix d'Or, il y a eu Le Lion dans l'Aquarium. Je m'aperçois quand même que c'est pas mal tout ça. Et puis je ne voudrais pas quand même oublier qu'à un certain moment de votre vie, vous avez eu, Gus, le louis d'or de la conduite automobile courtoise. Parce que vous avez des prix qui ne sont pas tout à fait comme les autres. Oui, alors là... Vous auriez préféré le Goncourt. Hein? Oui, mais là, je peux bien le dire. Ça s'est passé d'une curieuse façon. J'étais là à bord d'une de mes premières voitures quand je rencontre des copains qui étaient chargés de distribuer cette médaille de la conduite courtoise, qui me dit, tiens, toi qui conduis, est-ce que tu es courtois? Je dis, ah, ça pour la courtoisie, je les emmerde tous, vous pouvez être sûr. Bon, on te donne la médaille, ça faisait bien. Mais depuis, je ne sais pas si c'est l'influence de la médaille ou non, mais je suis peut-être un des très rares automobilistes qui depuis 20 ans ne s'est jamais engueulé avec personne en voiture, qui ne trouve pas du tout que les autres conduisent comme des cochons, qui ne s'occupe pas des autres et qui finalement avance aussi vite que n'importe qui, sans le moindre ennui. Vous savez, lorsqu'on considère que les autres conduisent des cochons, c'est que soi-même, on ne conduit pas tellement bien. Bien sûr. Et on reporte. Et puis ils ont généralement des excuses. Celui qui déboîte, il venait de perdre un être cher, il ne pense pas à ces détails. Enfin...
Enfin, Gus, vous avez fait des dessins, vous en faites, et c'est votre travail d'aujourd'hui, puisque vous êtes d'abord dessinateur, mais vous avez beaucoup écrit. Vous auriez quand même voulu avoir un prix littéraire, ça vous aurait aidé, parce que vous avez quand même été le champion, je ne dirais pas du succès, mais comme vous le disiez très plaisamment, vous avez eu une carrière marquée par un vif insuccès de vente. Un vif insuccès. Alors, même là, vous plaisantez, alors que vous auriez quand même bien aimé que vos livres soient accueillis par le plus grand public. Bien sûr, mais... Alors c'était l'échec, ça. Non, pas un échec, parce que quand on parle d'échec, on se prend déjà un peu au sérieux. Oui, c'est vrai. Non, c'est simplement que les critiques ne prennent peut-être pas l'humour au sérieux. Parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire dans un livre drôle. Qu'est-ce que vous voulez dire? J'ai bien ri. Tandis que quelqu'un qui vous raconte des choses bien emmerdantes, qui se dissèque en public, et qui vous donne à penser, qui vous donne toutes sortes de raisons de désespérer dans la vie, et de ne croire plus en rien, ou plutôt qui veut absolument vous embaucher dans une foi nouvelle, etc. Alors là, on peut donner son avis sur ce livre-là, sur cette façon de penser, et bien faire comprendre qu'on pense soi-même. Tandis que quelque chose qui ne vise à rien de tout ça, qui veut simplement vous faire passer un bon moment, c'est pas facile de faire un papier là-dessus. Vous lisez de temps en temps? Oh oui, bien sûr. Alors qu'avez-vous lu ces temps derniers? Ah, ces temps derniers, voyons. Non, alors, des questions précises, c'est très difficile parce que j'ai plusieurs choses. Non, ne me forcez pas à réfléchir tout d'un coup à des choses précises. Vous n'aimez pas réfléchir, c'est ce que vous faites tout le temps, parce que je vous connais un peu, hein, avant de pondre un dessin, alors là, vous n'êtes pas touché avec des pincettes. Oh, si. Non, mais ce que je fais, c'est justement, c'est avoir professionnellement l'esprit de l'escalier. Oui. C'est-à-dire que je ne suis pas obligé de répondre du tac au tac, et je ne suis pas un brillant causeur. Moi, je trouve admirable les gens qui n'arrêtent pas, chez qui ça fuse, les répliques percutantes, le mot d'auteur. Moi, je trouve des mots d'auteur, mais je prends le temps. Je m'assois devant une feuille de papier, et mais brutalement mis devant un... Vous m'avez bien dit que vous n'étiez pas causant. Alors, vos copains, ils vont rigoler, hein. Oui, parce que vous croyez que ce que je suis en train de faire là-dedans, ça pourrait contredire un peu... Non, mais lorsqu'on vous connaît dans la vie ordinaire. Ah, parce que vous avez un certain bagou, hein. Non, seulement en très petit comité. Oui. À partir de 4 personnes, je ne trouve plus rien à dire, j'écoute les autres. C'est pas possible. J'arrive pas à placer une. D'abord parce que j'ai une voix qui ne porte pas. Oui. Alors là, j'ai un micro, vous m'avez dit de bien coller le nez dessus, ça va tout seul. Mais écartez-moi du micro, on m'entend plus. À quel mot accordez-vous de l'importance, Gus? Quel mot? Je sais, le premier, l'amitié. Vous me l'avez pris, oui. L'amitié. Et amour en général, mais amour dans le sens vaste. Les choses, aimer les choses, ça me paraît très très important. Vous estimez que le parcours a été bon? Bon, depuis Strasbourg, depuis l'école des arts décoratifs? Ou bien parfois vous regrettez de ne pas être allé ailleurs, de ne pas avoir été par exemple un grand comédien, un grand interprète de chansons, un auteur de théâtre, un compositeur. On peut tout regretter. C'est ce qui est bien, parce que lorsqu'on regrette tout, c'est fou ce qu'il y a à faire. Non, mais regretter, c'est-à-dire que je conserve le goût de tout ça. Et puis, sait-on jamais, si je recommençais toute ma carrière, j'espérais bien avoir cette idée-là jusqu'au bout. À propos d'aller jusqu'au bout, je m'étais amusé dernièrement, comme ça tout seul, parmi les histoires que je me raconte, à penser à un jeu qui se pratiquait, un jeu d'intellectuel, qui était de faire une épitaphe pour soi-même, vous savez. Qu'est-ce que vous voulez écrire sur votre tombe? Et j'avais trouvé une formule finalement qui m'a bien amusé, et qui est « j'ai aussi bien ri ». Et vous y pensez à la tombe? Non, absolument pas. À l'épitaphe, c'est tout. L'épitaphe, parce que c'est rigolo. C'est vrai, c'est une déclaration d'amour. Hein. J'ai aussi bien ri. Et puis c'est aussi le constat d'une vie bien remplie. Oui, il s'est passé un nombre de choses pas croyables. Si je vous racontais ma vie, tenez, on en ferait un livre, un véritable roman, comme dit chacun.
Et puis c'est aussi la Libye, cette phrase, j'ai aussi bien ri. Cela permet une fois pour toutes d'écarter, d'éloigner tout ce qui n'a pas été bien. Parce que là aussi, c'est votre pudeur, vous avez décidé là de jeter un voile. C'est, je crois, aussi surtout une façon d'attacher de l'importance surtout au bien ri. Parce que le reste, mais bien sûr, personne n'est à l'abri de coups durs. Autrement, on n'aurait aucun mérite à être optimiste, par exemple. Puis il n'est pas bon de faire pleurer sur soi. Oh, surtout pas, oula. D'abord, c'est très prétentieux. C'est prétentieux, puis c'est désagréable pour les autres. Enfin, et puis c'est désobligeant. C'est désobligeant. Enfin, c'est pas convenable. Je m'aperçois, Gus, que vous avez eu dans votre carrière un prix pour chaque livre, et toujours des prix un peu à côté. C'est-à-dire que vous auriez tenté de dire « Je ne veux pas le Goncourt, je ne veux pas l'Interallié, je ne veux pas le Féminin, je ne veux pas le Renaudot », mais en revanche, par exemple avec le Corbillard des Anges, qui est votre dernier livre, vous avez eu le prix Michel Oliver de la bonne humeur. Alors là, on se demande pourquoi le prix Michel Oliver. Eh bien, moi je trouve qu'il faut rendre c'est le prix d'un cuisinier. Comme un cuisinier. D'abord, c'est un gentleman qui est un excellent garçon dans la vie. Exact. Et qui a ce immense mérite de créer un prix de la bonne humeur à une époque où vraiment cette vertu se fait de plus en plus rare. Non, je trouve, et puis alors c'est un apport considérable en cette année du patrimoine qui se termine, apporter cet hommage supplémentaire à cette lignée de gens qui ont quand même eu un sacré mérite. Prix de la bonne humeur, c'est beau d'ailleurs, hein. Et c'est bien que ce soit Michel Oliver d'ailleurs, parce que c'est l'homme de la bonne humeur. Il a une bonne humeur constante. Moi, je suis enchanté de le regarder tous les samedis matins, samedi midi. Mais vous êtes un homme de bonne humeur dans la vie courante ? Je crois pouvoir dire oui. Oui. Et je crois d'ailleurs que rares seraient ceux qui me prendraient en flagrant délit de mauvaise humeur, par exemple. C'est vraiment extrêmement rare. Ou alors je me fâche. Mais il faut des raisons déjà très sérieuses. Bon, vous avez joué le jeu de celui qui ne vend pas beaucoup jusqu'à présent, qui n'a pas beaucoup de lecteurs, mais je vous soupçonne... Mais de qualité. Oui, mais je vous soupçonne de penser quand même qu'un jour, vous pourriez avoir une foule d'amis. Par exemple, le Corbillard des Anges, si on vous disait ça tire à 100 000 exemplaires... Que je serais content. Vraiment, vous le seriez content ? Mais pour quelle raison ? Mais pour une raison extrêmement précise. Oui. C'est que depuis peu de temps, je suis propriétaire terrien dans le Lot, dans un petit village, un petit endroit même, hors du village. Tout un village ? Vous avez Non, petit village. non, j'essaie de situer l'endroit, ce bout de terrain, entre Souillac et Martel, un petit coin avec un petit bois, et j'espère pouvoir trouver les moyens financiers pour faire pousser là-dedans une modeste petite maison pour aller cueillir un jour, comme je vous l'ai dit, mes tomates et mes oignons. Et ce qui me ramènerait d'ailleurs à une chose, à un de ceux à qui je garde une profonde reconnaissance parce qu'il m'a fait rire en me faisant réfléchir, Monsieur Voltaire et son Candide. Et finalement, je rejoindrai là un des gens à qui je dois beaucoup. Mais votre petit bois près de Souillac, il n'y a que le bois pour le moment. Il n'y a même pas une barrière, rien. Il n'y a rien. Rien. Non, c'est au bord d'une route, c'est pas une grande sauvagerie. Ouais. C'est quand même un pays. Il n'y a même pas une cabane, rien encore. Il n'y a rien. Et la maison, vous la voyez comment ? Moi, je la vois pas, c'est ma femme qui voit. Ah bon ? Parce que je m'en suis remis à elle, étant donné que ce sont les femmes qui vivent dans une maison, qui la font vivre. Si je m'en mêlais, je ferais là des choses qui seraient sûrement très très amusantes pour les copains et puis pour moi-même. Mais alors moi, pour femme, alors deviendrait complètement dingue, forcément. Vous avez toujours le goût des copains, Gus ? Ah oui, bien sûr. C'est le sel de la vie pour vous. C'est très important. Il y a un phénomène que je regrette beaucoup, c'est que notre civilisation nous disperse. On ne peut plus se déplacer, il faut une voiture, il faut qu'on se rencontre pour faire une bouffe, il faut qu'on se téléphone, il faut qu'on s'appelle, il faut avoir son carnet de rendez-vous sur soi, et c'est très grave, parce qu'on n'a plus de bistrot commun, on n'a plus ces simples endroits où on savait que quoi qu'il arrive, si on passait à certaines heures, on trouverait toujours quelques copains qui étaient là, et avec qui on reprenait la conversation, on l'avait laissé. Mais vous avez conservé cette liberté, je veux dire, vous avez cette disponibilité. Théoriquement, oui.
Mais je finis d'ailleurs par bouger très peu en ce moment. Un de ces jours, je vais réagir sûrement, et puis je vais me précipiter un peu, voir un peu ce que devient le monde autour. Pourquoi, dans tout ce que vous écrivez, Gus, il y a toujours ce personnage qui est toujours un grand dadais, une forme de... Un grand ou un petit, ou un petit je change dadais, de forme, j'aime bien. Oui, ou une forme d'arlequin qui se promène et qui n'est responsable de rien. Par exemple, dans Le Corbillard des Anges, c'est un jeune homme beau, athlétique, plein de bonnes intentions, mais qui, hélas, a une cervelle d'oiseau. Oui, mais il est brave. Il est brave. Comme on dit dans le midi. Ouais. Mais c'est beau, il est brave. Il est disponible. Chez nous, on dit le pec. Vous savez, dans les villages, il y a toujours celui qui n'a peut-être pas toute sa raison, mais qui en fait a toute sa folie, ce qui est encore mieux. Le pec. Oui. Ah, je connaissais pas. Oui, c'est mieux que l'idiot, non? L'idiot du village, le pec. Oui. Et alors moi, je pensais qu'on ne peut pas être à la fois beau et intelligent. D'après ce que vous dites là, c'est-à-dire qu'il est beau, mais vraiment rien à la tête. Hein. Non, vous n'avez jamais pensé ça. Je ne savais pas qu'il était beau, parce que je le fais parler à la première personne, donc on sait simplement, parce que l'autre parle de lui, qu'il est grand et très costaud, mais il est peut-être beau après tout, pourquoi pas. Mais beau et intelligent, si, nous en connaissons des exemples, vous et moi par exemple, ça existe bien sûr. Vous pensez à Pierre Rey, là. Et voilà. Je voulais pas voler l'illustrateur du grec, de la veuve, de Palbiche. Qui est beau comme c'est pas permis. Et qui a le culte de l'amitié. Qui a le culte de l'amitié, avec qui j'ai passé des heures des nuits blanches à disséquer toutes sortes de choses. Nous avons beaucoup disséqué, oui. Oui, bien sûr. Mais un type d'une intelligence très brillante. Et qui est beau comme un dieu. Enfin, vous savez faire la différence entre l'écriture et le dessin. Avez-vous l'impression, Gus, d'en dire beaucoup plus dans un dessin? Ou beaucoup moins? Difficile. Qu'est-ce qui pèse plus lourd, 1 kilo d'eau ou un litre de ferraille? Non, je ne sais pas. Ça ne se compare pas. J'éprouve des satisfactions à fignoler une phrase parfois, si vous voulez, en écrivant. Et de même que j'éprouve un autre genre de satisfaction qui est proche parent, bien sûr, à mettre en place des éléments d'un dessin. Peut pas comparer, savoir que l'un l'emporte sur l'autre, je sais pas. Enfin, le bonheur, ça m'amuse bien, l'un est comme l'autre. Mais le bonheur pour vous, ce serait quand même d'écrire une pièce de théâtre qui serait présentée sur une scène et puis qui durerait longtemps. Ah, j'aimerais assez. Oui, une pièce qui m'avait valu un prix d'Anguin, parce que c'est encore un de ces prix. C'est la Noix d'Or, ça. La Noix d'Or, que vous connaissez, vous êtes un des rares à connaître. Et je l'ai retrouvé dernièrement, et je trouve que c'est pas mal, mais ça n'a jamais été joué. Et vous pourriez peut-être la représenter, non? Tout ça, enfin, la présenter à quelqu'un, je dis. Oui, en ce moment, elle est entre les mains de 2 amis comédiens éminents, que je ne veux pas compromettre, parce qu'ils vont me renvoyer ça à la figure un de ces jours, peut-être. Alors, autant ne pas les mouiller tout de suite. Je sais, Gus, que vous ne vous êtes rien refusé, jamais. C'est-à-dire que vous avez fait tout ce qu'il fallait faire, même les plus grandes bêtises, c'est-à-dire les plus belles. Et je crois que vous pourriez répondre très bien à cette fameuse phrase de Tristan Bernard, le remède le plus sûr pour faire cesser la tentation, c'est d'y succomber. Et je veux dire que là, vous avez succombé à tout. Mais jamais en désordre, jamais d'une manière vulgaire. J'ai succombé pendant un bon moment, et j'ai appris maintenant le contraire, les joies de se priver, ça existe aussi. En sachant ce qu'on y perd, en se disant bon Dieu que ce serait bon, et ne pas le faire quand même. Je vous remercie, Gus. Et je voudrais vous rappeler que ce soir, nous serons à la Comédie Française, car c'est le 300e anniversaire, et j'ai la chance de pouvoir les recevoir dans mon grand échiquier. Merci. Bravo. Je rappelle le titre de votre livre, qui est très drôle, qui est un roman, Le Corbillard des Anges, et qui paraît chez De Noël. Et je rappelle, parce que c'est important, que vous venez d'obtenir une distinction flatteuse, le prix de la bonne humeur, prix Michel Oliver. Et demain, nous avons un autre rendez-vous. Demain, nous parlerons de tout à fait autre chose, puisque ce sera le professeur Pierre-Paul Grasset. Gus, à bientôt, c'est-à-dire à très